Et nous allons tout de suite entamer, mesdames et messieurs, notre partie débat qui concerne la relation parent-enfant, comme nous l'avons annoncé au début de l'émission. Comment maintenir une relation équilibrée aujourd'hui avec toutes les occupations des parents et surtout les besoins de la vie qui deviennent de plus en plus exigeants. Pour parler de ce sujet, nous avons le plaisir d'avoir avec nous en ligne Madame Mona Majdaleni, consultante en sciences de l'éducation. Bonjour. Allô? Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui, bonjour, je vous entends très bien et vous? Oui, ça va, merci. Bon, dites-nous, donc aujourd'hui notre sujet principal est la relation parent-enfant. Quels sont les défis aujourd'hui qui font face à cette relation? Le vrai défi aujourd'hui, c'est la compréhension enfant-parent, la communication, c'est-à-dire, parce que l'enfant appartient à un monde qui évolue très rapidement par rapport au monde des parents. Donc, voilà le défi, la grande ligne, et vient après beaucoup de sous-titres. Comment améliorer cette communication qui, suite aux médias sociaux, suite à toutes les ouvertures, suite aux lectures partout garanties, comment les parents peuvent avoir leur place et la communication entre les deux soit saine. Bon, avec vous, oui. Vous dites que aujourd'hui les enfants sont exposés, bien entendu, à tous les médias sociaux, toute la modernisation technologique. Mais moi, je vous parlerai de l'âge où l'enfant n'est pas encore exposé à toutes ces abstractions. Et pourtant, on ressent que l'affection entre parents et enfants n'est plus comme celle d'avant, n'est plus comme celle de nos grands-parents, par exemple. Ok, j'ai deux réponses. La première, c'est que l'enfant est exposé à tout ce monde de modernisation, même au bas âge. Nous voyons des enfants qui ont 2 ans et qui ont les portables en main. Donc, c'est déjà fait. Ça, c'est une partie de la réponse. La deuxième partie de la réponse, c'est que les parents, en tant qu'adultes, n'assument pas leur responsabilité pour établir les ponts et les passerelles de communication avec leur enfant depuis ce bas âge où l'enfant apprend plus et apprend plus vite et est exposé à beaucoup d'autres choses que ce à quoi ils étaient exposés à son âge. Et vous dites que les parents ne jouent pas leur rôle. Quel est le rôle qu'ils doivent jouer dans les différents stades de l'âge de l'enfant? J'ai bien écouté votre introduction qui parlait de besoins exigeants. Moi, je parlerai vraiment de besoins de l'enfant. Et là, peut-être j'aurai recours à la pyramide de Maslow, la pyramide des besoins de n'importe quel être humain. Et la première grade de l'échelle de la pyramide Maslow, c'est les besoins physiologiques. Les besoins physiologiques, c'est la grade qui occupe les parents. Assurer de l'argent à la maison, la nourriture, la couverture, les habits, voilà, les besoins physiologiques. Donc c'est ça qui occupe les parents et ils ne voient même pas les 4 autres grades des besoins de l'enfant qui sont la grade juste après. C'est le besoin d'appartenance. L'enfant a besoin d'appartenir à sa famille, sa petite famille d'abord, c'est-à-dire lui, papa, maman, ou avec sœurs et frères. Et après, le cercle s'agrandit et il doit sentir l'appartenance envers la famille plus grande, avec les oncles et les tantes et les cousins, avec les grands-parents. Si l'enfant, depuis très jeune, il ne sent pas cette appartenance qui est dessinée par les parents, il n'est pas appartenant. Et ça, c'est un besoin
Du coup, vous trouvez l'enfant aller vers l'appartenance au monde virtuel de Facebook, Instagram et vous trouvez l'enfant courir pour trouver un cercle d'appartenance au club ou à la garderie, dans les classes maternelles. Ça va de même pour n'importe quel âge. Donc voilà un premier besoin pas accompli. Et si l'on monte encore une marche, on va trouver le besoin d'estime. L'enfant a besoin de se trouver une image sociale bien dessinée. Et ça, c'est un besoin qui n'est pas accompli par les parents depuis très tôt. L'enfant va souffrir toute la vie, il va chercher à combler ce besoin, boucher ce trou par n'importe où. Et ça ne va pas être sain. Quatrième grade et la dernière, donc la 5e marche dans la pyramide de Maslow, c'est le besoin de s'accomplir. Si l'enfant, il a ce qu'il mange et qu'il porte, il appartient à la famille petite et grande, son image sociale est bien dessinée, il va s'investir, ça va être le besoin de s'accomplir, créativité, production, élan. Voilà la pyramide qui doit être bien vue par les parents depuis le début pour passer à d'autres stades après. Comment devrait être, Madame Mona, le dialogue entre enfants et parents dès l'enfance? Merci pour la question parce que là, je vais un petit peu résumer l'analyse transactionnelle des états du moi. Il faut que les parents sachent que l'enfant est composé de 3 états. L'enfant, l'adulte, enfin la personne est composée d'un état du moi qui est enfant, un état qui est adulte et un état qui est parent. Si le parent va donner des ordres à l'enfant va recevoir ça dans la partie rebelle. Soit il va être l'enfant rebelle, soit il va jouer le rôle d'un petit parent qui a appris à dire non, mais j'ai un autre avis. Donc c'est vraiment la transaction qu'il faut éviter parce que le langage actuel avec les enfants doit passer par adulte, c'est-à-dire au lieu de donner des ordres ou au lieu de sous-estimer l'intelligence de l'enfant, il vaut mieux agrandir l'enfant en lui posant des questions. Tu veux bien aller là, mais est-ce que c'est le bon moment? Tu as autre chose à faire? Tu pourras gérer la situation tu as assez d'argent pour acheter le cadeau? Une série de questions va amener l'enfant à réfléchir en tant que responsable. Au lieu d'être soumis ou rebelle. Oui. Ben justement, comment trouver un juste milieu? Parce que comme vous l'avez dit, effectivement, la plupart des enfants, ou alors ils sont trop gâtés, ou alors ils sont trop renfermés et rebelles, comme vous l'avez dit. Quelle est la solution pour trouver un juste milieu, pour avoir des enfants équilibrés? Pour avoir des enfants équilibrés, il leur faut des garanties. Et les garanties passent par l'émotion et l'intellect. Donc il faut des garanties émotionnelles et des garanties rationnelles pour que l'enfant interagisse avec les parents et leur orientation. Donc on va imaginer que les parents ont trouvé la transaction adulte-adulte et les questions sont bien posées, les situations sont bien expliquées, l'enfant a son espace, l'enfant n'est pas enfermé dans des obligations dans le lieu de la maison. Donc il a quand même son espace, qu'il soit grand ou petit, c'est pas important, mais il faut qu'il ait son monde à la maison. Il faut qu'il ait des libertés à la maison que ses parents destinent. Parlons des garanties émotionnelles. Il faut que les parents puissent satisfaire le moi social de l'enfant, parce que
l'enfant va être enfermé et frustré s'il est toujours mené à être seul, à ne pas parler, à ne pas répondre, ce qui va à l'extérieur de la maison se traduire soit par une extrême ouverture déséquilibrée, soit par un isolement et des conséquences psychiques. Donc, si les parents commencent à inviter l'enfant dans la vie de la maison, à coopérer, à faire ensemble, à interagir, un travail commun que les parents vont pouvoir inventer dans le lieu de la maison, dans la vie de la maison, qui va investir l'énergie de l'enfant et va éviter l'énergie négative qui va bien sûr se traduire en perturbant. Et s'il refuse, Madame Mona, et s'il refuse la coopération avec la famille, soit à travers un jeu, soit un travail à faire à la maison, alors comment faire, comment agir avec eux? Je vous dis, bien sûr, il va refuser. Parce que d'un coup, pourquoi interagir avec quelqu'un qui est plus grand que moi de 20 ans, 30 ans, mais j'ai les copains, par exemple. Alors là, je viens de porter conseil à un couple qui ne savent pas comment mener l'enfant à interagir. Alors j'ai dit, vous allez chercher des jeux qui correspondent à l'âge de 3 ans par exemple, plein de jeux de partout, mais disons des jeux touchables, pas des jeux sur Internet pour l'éloigner un petit peu de ce monde virtuel. Il va refuser de jouer. Le jeu d'après, vous n'allez pas lui proposer de jouer, vous allez vous mettre vous-même à jouer d'abord. Et s'il s'approche pour voir ce que vous faites, et ça c'est très normal, vous lui dites que non, ça c'est pas pour toi, ça c'est pour nous. Et voilà, on a pu créer la curiosité de l'enfant à voir ce qui se passe là et duquel je suis interdit. Pas sur l'autre, je vais pouvoir le stimuler et le laisser jouer, mais dès qu'il va être tout seul, il va retomber dans la démotivation. Il faut que les parents savent qu'il y a un temps d'investissement émotionnel avec les enfants à la maison. Voilà, donc ça peut être un travail commun sérieux. Donc, viens, on va réparer quelque chose à la maison. Viens, on va construire quelque chose. Tout comme, viens, on va jouer. Ou bien, non, c'est le moment du jeu de maman et moi maintenant. C'est pas toi, tu as ton portable. C'est garanti qu'il va laisser son portable et aller par curiosité voir d'où viennent ces rires et pourquoi il y a des sauts et pourquoi il y a on tape dans les doigts. Voilà. Donc on l'a attiré sans lui dire viens joue parce que c'est pas quand même un ordre et si ça devient une obligation, oui, il va refuser. C'est une invitation. Oui. Donc Madame Mona Majdaleni, on vous remercie beaucoup pour cette intervention. Et donc, on arrive à la fin de cette édition de Bonjour l'Égypte. On vous remercie de l'avoir suivi. Et avant de terminer, je tiens à remercier ma collègue Jeanne Nabil. Merci Nermine. Bonne journée, mesdames et messieurs. Bonne journée. Restez avec nous sur Nile TV International.